Salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, puisque contrairement à d'habitude, je vais répondre à une autre vidéo. Plus précisément, je vais répondre à une vidéo publiée par Tatiana Ventose et qui porte sur la tentative de coup d'État de Trump au Capitole le 6 janvier 2021. Pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, cette journée a été marquée par l'assaut des supporters de Trump contre le Capitole, à Washington, alors que se tenait à l'intérieur le processus de validation des résultats de l'élection présidentielle. Je tiens à préciser que mon but n'est pas d'insulter Ventose, ni même de la clasher, et je vous serai reconnaissant de ne pas aller la harceler, ça ne sert à rien. Par contre, en tant qu'influenceuse, Ventose a une responsabilité par rapport à la désinformation qu'elle peut être amenée à répandre. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui sera donc d'y répondre. C'est parti. Ceci n'est pas un coup d'État. On va pas tourner autour du pot, cette vidéo est mauvaise, très mauvaise. Pour mieux le comprendre, j'aimerais revenir sur un point développé par Ventose au cours des 3 premières minutes. Il s'agit de savoir si ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021 était une tentative de coup d'État ou pas. Ce jour-là, Trump a organisé un rallye auquel ont participé des milliers de ses supporters, et au terme duquel une bonne partie d'entre eux s'est rendue au Capitole qui se trouvait à quelques kilomètres de là pour le prendre d'assaut. Déjà, un point important, c'est que coup d'État et putsch sont souvent utilisés comme des synonymes. S'il devait y avoir une nuance entre ces deux types d'actions, ce serait qu'on rattache souvent au terme de putsch l'intervention d'un groupe armé dans la manœuvre, ce qui n'est pas forcément le cas d'un coup d'État. Pour définir ce qu'est un coup d'État, les chercheurs en sciences politiques Jonathan Powell et Clayton Tyne nous proposent les 3 critères suivants. Les comploteurs doivent en passer par des méthodes illégales, les auteurs de ces actes doivent être ou avoir été liés à l'État, et la cible de l'insurrection doit être le pouvoir exécutif. En résumé, un coup d'État est la prise du pouvoir illégale et souvent brutale par un ou plusieurs individus investis d'une autorité par l'État. Pour revenir à la vidéo de Tatiana Ventose, il s'avère qu'elle fournit une définition plutôt correcte du mot putsch. Je vous laisse en juger. Un putsch, c'est la prise du pouvoir par la force, avec l'aide en général de l'armée. Puis paradoxalement, même si elle n'évoque pas dans sa définition le deuxième critère qu'on s'est donné, elle explique plus loin qu'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas parler d'un coup d'État, c'est parce que Trump ne serait pas responsable de ce qui s'est passé au Capitole. Trump n'a pas appelé à prendre d'assaut le Capitole, même s'il a contesté la victoire de Biden, ce qu'il fait depuis 2 mois. En fait, le problème vient d'ailleurs. Déjà, après avoir donné la définition d'un putsch, elle enchaîne immédiatement pour expliquer que tant qu'il n'y a pas un mec ou un groupe de personnes qui s'assied dans le fauteuil du président ou du chef et qui déclare que maintenant c'est lui le chef ou qu'il ne veut pas laisser la place, et que les gens qui protestent ne sont pas exécutés ou torturés ou disparus, ce n'est pas un putsch. Si l'on suit l'explication de Ventose, il y a un problème qui devrait immédiatement vous sauter aux yeux. On ne pourrait selon elle parler de putsch qu'une fois les auteurs de celui-ci en position de mener une politique répressive. Son critère ne nous permet pas de dire s'il y a eu un coup d'État ou pas, mais consiste surtout à savoir si le coup d'État a marché. Elle ne parle donc plus de coup d'État, mais de coup d'État réussi, et la nuance est importante. On serait tenté de lui répondre « Soyez précis, toujours, ça évite 1 de passer pour un guignol, et 2 d'accroître les fractures et les tensions au lieu de les apaiser. Je ne le dirai jamais assez, mais le sens des mots. » Et c'est pour ça que personnellement, je préfère parler de tentative de coup d'État. Mais c'est même pas le plus gros problème. Le pire, c'est le niveau de désinformation qui accompagne sa démonstration. Si on reprend les critères qu'on s'est donnés plus tôt, on se rend compte que Ventose est à 1000 lieues de ce qui s'est passé ce jour-là à Washington. Déjà, concernant les méthodes déployées par les personnes qui ont pris d'assaut le Capitole, Ventose les décrit comme 3 clampins déguisés en sorciers Comanches qui font des selfies dans le Congrès américain. Ce qui laisse à penser qu'on aurait eu affaire ce jour-là à une foule plutôt banale et inoffensive. Bon, je rappelle quand même qu'il y a eu des morts, ce qui devrait pas arriver quand on prend des selfies. Enfin, j'espère. Mais quelque chose qu'elle ne dit pas, c'est que parmi les clampins, il y avait aussi de nombreux militants néo-nazis, des émeutiers venus en jet privé et des législateurs républicains. On a quand même déjà vu plus clampin. D'ailleurs, c'est pas de chance, mais sur l'image qu'elle nous donne pour justifier sa position, on distingue au centre le militant néo-nazi Jake Angeli. Alors certes, il a une peau de bison et des tatouages colorés, c'est rigolo, mais ça reste un néo-nazi. Comme quoi, un minimum de recherche sur les clampins suffit à totalement balayer l'affirmation de Ventose. Puis si on poursuit les recherches, vu comme on est bien lancé, on se rend compte que parmi les manifestants se trouvaient plusieurs individus qui avaient des objectifs assez précis en tête. On a pu retrouver plusieurs discussions en ligne à ce propos, et il était clairement question de réaliser un coup de force. Si on jette un coup d'œil aux images, ça, c'est des miliciens d'extrême droite, et ils étaient pas là pour faire des selfies.
Malgré ce que dit Ventose, on est aux États-Unis, donc les gens ont des flingues. Le port d'armes n'est autorisé à Washington qu'à condition qu'elle ne soit pas visible. Et c'est encore plus vrai dans un bâtiment fédéral, dans lequel les manifestants sont rentrés illégalement. Les États-Unis, c'est pas non plus le Far West. Et si les discussions en ligne ont appelé à ramener un maximum d'armes à feu, ce n'est pas pour rien. Ces milices d'extrême droite ont parcouru le Capitole à la recherche d'élus américains. Et comme vous devez vous en douter, c'était pas pour leur faire des bisous. En bref, une partie significative des clampins venus faire des selfies savait exactement ce qu'ils faisaient. Et c'était pas super légal. Ensuite, tout le monde s'accordera pour dire que Trump n'a pas réuni ses supporters ce jour-là à Washington par hasard. Se tenait pendant ce temps-là au sein du Capitole la procédure de certification des résultats de l'élection présidentielle, une étape centrale pour la transition du pouvoir exécutif. Ce coup de force, c'était l'occasion par excellence pour les supporters de Trump de changer le cours des institutions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le nom du rallye organisé par Trump, Sauver l'Amérique, en est la parfaite illustration. Je vous ai expliqué plus tôt que selon Ventose, Trump n'aurait pas appelé à prendre d'assaut le Capitole. Le problème, c'est que c'est faux. Trump a appelé à plusieurs reprises ses supporters à se rendre au Capitole. Et il a bien insisté sur l'importance d'employer la force. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Alors certes, il est resté assez flou dans ses déclarations, et il a commencé son discours en précisant qu'il fallait que ce soit pacifique. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Mais le truc, c'est qu'il a enchaîné sur une bonne heure d'intervention, au cours de laquelle il n'a pas renouvelé cette précaution une seule fois. L'un de ses lieutenants, Rudy Giuliani, en a même appelé à un jugement par le combat. Let's have trial by combat. Cet appel à être pacifique a tout l'air d'avoir été un moyen pour Trump de se couvrir, de manière à galvaniser ses troupes pendant son discours, tout en créant la confusion sur ses intentions. Pendant l'assaut du Capitole, alors qu'il savait que son vice-président Mike Pence était en danger, Trump a renouvelé les attaques contre lui sur Twitter et a appelé le sénateur Tuberville pour essayer de retarder la procédure. On sait d'ailleurs grâce à plusieurs témoignages que les miliciens qui ont pris d'assaut le Capitole pensaient obéir à Trump, et plusieurs d'entre eux avaient déjà été vus en compagnie de Roger Stone, l'un de ses ex-lieutenants. L'ex-chef de la sécurité du Capitole et le gouverneur du Maryland ont également rapporté avoir demandé le soutien de la garde nationale lorsque l'assaut a débuté, mais ne l'ont obtenu qu'au bout de 3 heures, ce qui est extrêmement long. Cette anomalie n'a rien d'anodin et fait écho aux inquiétudes exprimées par de nombreux experts dans une lettre publiée 2 jours avant les émeutes du Capitole. Ces derniers avaient mis en garde contre le risque d'une intervention de l'armée en faveur de Trump, en particulier après que ce dernier ait remplacé les principaux responsables du Pentagone par plusieurs de ses lieutenants. Il a par ailleurs tenté pendant une bonne partie du mois de décembre de convaincre son vice-président Mike Pence d'intervenir pour interrompre la transition du pouvoir, ce qui aurait été illégal, mais celui-ci a refusé. Tous ces événements et bien d'autres participent des manœuvres de Donald Trump depuis novembre dernier pour ne pas se plier aux résultats de l'élection présidentielle, et tout laisse à penser que l'assaut du Capitole en faisait partie. Et je rappelle que Trump est le président des États-Unis, le représentant par excellence de l'État fédéral américain. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, on peut en conclure qu'il y a bien eu une tentative de coup d'État ce jour-là à Washington. Trump a tenté, grâce à l'assaut de ses supporters contre le Capitole, de remettre en cause la transition du pouvoir, de manière à rester en place. Alors ok, c'était assez mal foutu, et ça a été un échec assez pathétique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien joué ce jour-là. Tatiana Ventose se trompe lourdement quand elle affirme que ce n'est pas le cas, et comme on l'a vu, son erreur repose sur un mélange de fausses informations et de manque de rigueur. Vu comme on est parti, on serait même tenté de continuer à inspecter ce qu'elle dit dans cette vidéo, mais il y a un hic. Donc ça c'est la première chose, si vous voulez parler d'un truc, au moins assurez-vous que vous savez de quoi vous parlez et que vous connaissez la définition des mots que vous employez. Après avoir traité la question du coup d'État, Ventose poursuit en analysant le contexte social qui a mené à cet événement. Il s'agit d'une manière pour elle de comprendre les causes profondes de l'arrivée de Trump au pouvoir. D'un côté, l'exercice me semble louable, car on ne peut vraiment comprendre un événement de cette ampleur qu'en le mettant en relation avec les causes sociales qui l'ont produit. Mais le problème, c'est que le niveau de désinformation reste à peu près le même que celui qu'on a relevé dans la première partie. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas reprendre chaque point un par un pour les vérifier ? Alors oui, évidemment on pourrait. Seulement, ça pose plusieurs difficultés.
Déjà d'un point de vue pratique, répondre point par point à un argumentaire comme celui proposé par Ventose m'amènerait nécessairement à reprendre son cadre. Ça me forcerait à confronter les aspects qu'elle juge importants et à ne pas parler de ceux qu'elle ne juge pas importants. À moins évidemment de proposer un nouveau cadre à chaque argument qu'elle avance, ce qui rallongerait la vidéo de manière très significative. En parlant de rallonger, parlons du temps nécessaire pour un debunking de ce type. S'il est très facile pour Ventose d'enchaîner désinformation sur désinformation, il est commun de dire que chaque mensonge ou erreur prend beaucoup plus de temps à être contredit de manière carrée qu'à être formulé. C'est ce qu'on appelle communément la loi de Brandolini, et le cas du coup d'État nous en offre un très bon exemple. Puis il faut voir l'intérêt qu'aurait un tel exercice. Qui est-ce que je convaincrais en enchaînant argument sur argument? Et est-ce que ça vous apprendrait vraiment quelque chose sur les causes sociales du phénomène Trump? Je répondrai sans doute pas de manière tranchée à ces questions, mais elles pointent quand même vers deux grosses limites à cet exercice. Au final, le debunking prend souvent plus la forme d'une démonstration de force que celle d'un véritable échange ou d'un contenu de vulgarisation. Alors évidemment, ça peut avoir son utilité, et je n'ai rien contre la démonstration de force dans certains contextes. Par exemple, le Bouzeux a déjà consacré 2 vidéos de debunking à Tatiana Ventose, qui ont permis de mettre en évidence ses failles argumentatives et ses manipulations. Pour autant, pour celles et ceux qui aspirent à une société meilleure, je ne pense pas que la démonstration de force comme mode d'interaction soit une base à laquelle on puisse vraiment aspirer. En bref, ça m'embêterait vraiment de débunker la suite de la vidéo point par point. Par contre, même si elle se moque à plusieurs reprises de celles et ceux qui ont suivi cette affaire avec intérêt, elle explique en fin de vidéo que les conditions d'apparition d'un phénomène Trump en France sont de plus en plus nettes. Il crée les conditions de l'émergence de quelqu'un qui nous dira qu'on peut rendre sa grandeur à la France. Et elle ajoute : Je pense qu'on sera très nombreux à au moins considérer l'option. Du coup, ça me fait me poser une question. Quelles sont ces conditions d'apparition et quels sont les angles morts de Ventose à ce propos ? Pour la suite de cette vidéo, je vous propose de réfléchir à la possibilité d'un phénomène Trump en France. Et nous allons tenter de le nommer pour ce qu'il est, la montée du fascisme. Alors qu'est-ce qui a mené là? Essentiellement et en bref, une politique de destruction industrielle, de destruction d'emplois, une pauvreté en constante augmentation et de manière générale un sentiment de déclin civilisationnel et d'abandon notamment des classes populaires. La première chose à faire si on s'interroge sur la possibilité d'un phénomène Trump en France, c'est de s'intéresser aux conditions d'apparition d'un tel phénomène. Contrairement à ce qu'on entend parfois, Trump n'est pas sorti de nulle part, et il existe des causes sociales qui ont favorisé son arrivée au pouvoir en 2016. La première d'entre elles est l'instabilité sociale et politique qui affecte la société américaine depuis plus de 30 ans. Et pour mieux comprendre comment un parallèle pourrait être fait avec la situation de la France, il nous faut remonter en 1945. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des politiques publiques de redistribution et de reconnaissance ont permis la construction d'un compromis social entre les classes dirigeantes et les classes populaires, dans de nombreux pays comme la France. Sous la pression du mouvement ouvrier, une série de réformes d'inspiration social-démocrate a remodelé le capitalisme français d'après-guerre, ce qui a permis un développement sans précédent des services publics et une intégration des classes populaires à certains processus d'organisation et de fonctionnement. Seulement, les crises qui frappèrent le capitalisme à partir des années 70 déclenchèrent une véritable rupture. Face à l'incapacité des dispositifs d'après-guerre à relancer l'économie, les inspirations social-démocrates furent peu à peu écartées au profit du projet néolibéral, dans le but de renouer avec la vigueur du libéralisme classique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la conséquence, c'est qu'à partir des années 80, les conquêtes sociales du mouvement ouvrier furent peu à peu démantelées au nom de la compétitivité et du progrès. Ce fut le début de la mise au pas des services publics, de la destruction du code du travail et de la liquidation de la sécurité sociale. Le problème, c'est que ces acquis sociaux assuraient au capitalisme une certaine stabilité sociale et politique. Les contre-réformes néolibérales menées en France à partir de 1983 ont ainsi eu pour conséquence un accroissement des inégalités et des tensions sociales. On a par exemple assisté entre 1983 et 2015 à une diminution d'1/3 de la part relative de patrimoine possédée par les 50% les plus pauvres, intégralement captée par les 10% les plus riches. Alors que la crise économique de 2008, provoquée par ces contre-réformes, aurait pu pousser le personnel politique français à renouer avec le compromis social-démocrate, ce fut au contraire un moment de radicalisation pour le projet néolibéral. De la loi Macron en 2015 à la réforme des retraites en 2020, il y a eu une accélération de la casse sociale démarrée en 1983, alors que dans le même temps, le projet néolibéral n'a jamais réuni autant de monde contre lui.
La violence et le mépris déployés par le gouvernement Macron ne tient donc pas tant au fait qu'il serait en position de pouvoir, mais au contraire à l'instabilité de sa position. On assiste à une crise d'hégémonie du capitalisme français. De la même manière aux États-Unis, les contre-réformes néolibérales ont joué un rôle majeur dans l'instabilité qui frappe aujourd'hui le pays. Seulement, contrairement à ce que laisse entendre Ventose dans sa vidéo, le Parti démocrate n'est pas le principal responsable de cette situation. Cette question n'a pas vraiment de sens, dans la mesure où le Parti républicain, comme le Parti démocrate, ont travaillé activement à la mise en place de ces contre-réformes. Mais s'il fallait en trouver un, il faudrait plutôt chercher du côté du Parti républicain, le projet néolibéral ayant été impulsé sous la présidence Reagan. Par contre, c'est vrai que la mise en place de ce projet par des dirigeants se revendiquant de gauche a pu être choquant pour une partie de leur électorat. Il n'aura fallu que 2 ans à François Mitterrand pour enclencher ce qu'on appelle aujourd'hui le tournant de la rigueur, de même qu'il n'aura fallu que 2 ans à François Hollande avant de nommer Emmanuel Macron ministre de l'économie. Et si aux États-Unis le Parti démocrate a davantage suivi cette dynamique qui l'a impulsée, ce n'est pas le cas en France, où le Parti socialiste a joué un rôle moteur dans sa mise en place à partir de 1983, ce qui explique que le sentiment de trahison des classes populaires soit plus fort. On touche ici à l'une des causes centrales du phénomène Trump, l'instabilité sociale et politique produite par le projet néolibéral. Mais il reste une nuance importante à apporter. Si l'explosion des inégalités et l'amertume ressentie par une partie des classes populaires a pu jouer un rôle dans leur adhésion à Trump, ce n'était pas tant au nom de la lutte pour l'émancipation collective que pour répondre à ce qui était perçu comme une décadence nationale. Contrairement à ce que laisse entendre Ventose, Trump n'est pas apparu comme une manière de répondre aux problèmes qui irait de soi pour tout un chacun, mais plutôt comme une réponse à une certaine manière de se représenter l'instabilité sociale et politique. Il y a un écart entre sa lecture de la situation et une lecture véritablement émancipatrice. Bien que les causes matérielles qui motivent l'une et l'autre soient en partie les mêmes, il ne s'agit pas de la même manière de les comprendre et d'y répondre. On aurait tort de s'imaginer que ces 2 grilles de lecture sont les mêmes. C'est cette erreur qui laisse imaginer à beaucoup que l'électorat de Trump sera un électorat populaire. Mais c'est tout simplement faux. Une part conséquente de ceux qui ont voté pour Trump sont riches, voire même très riches. On est en présence d'un mouvement qu'on pourrait qualifier d'interclasse, qui ne s'est pas formé autour de la défense des intérêts des classes populaires, mais derrière un projet qui vise à redonner sa gloire aux États-Unis, et qui rassemble aussi bien ceux qui subissent les inégalités que ceux qui en profitent. Et pour mieux comprendre ce que signifie ce projet tel qu'il est formulé par Trump et ses soutiens, il est fondamental d'aborder un point écarté d'office par Ventose, il s'agit de la question du nationalisme et du racisme. C'est clair que Trump a détonné, mais évidemment que le problème n'était pas là, et il n'était pas non plus, comme on a voulu nous le faire croire, racial ou ethnique, en tout cas pas essentiellement. Il a toujours été social. Ventose nous explique donc que le problème ne serait pas racial, mais social. Alors moi, je veux bien, mais ça me fait me poser une question. Étant donné que le social est ce qui touche à la société, et que le racisme est un phénomène qu'on observe au sein de la société, est-ce que la question du racisme ne serait pas une question sociale ? Par hasard. Et on en vient donc au principal problème qui n'est ni racial, ni ethnique, ni sociétal. Il est social et économique. Je rappelle, le social, c'est ce qui touche à la société. Donc quel sens est-ce que ça a d'opposer le social au sociétal ? Je vais vous le dire, ça permet à Ventose de disqualifier par principe les questions sociales qui la gênent, tout simplement. Alors c'est sympa d'en appeler à l'examen des causes sociales du phénomène Trump, mais du coup ça sera encore mieux de pas en écarter la moitié. Je sais que du point de vue de certains, désigner le racisme là où il est participerait à l'alimenter. Mais à mon avis, c'est le contraire. Avoir une idée claire du fonctionnement du racisme est une étape incontournable si on espère le combattre efficacement et ensemble. Pour revenir à Ventose, son principal argument pour justifier le fait d'écarter la question raciale est de dire qu'elle ne serait qu'un moyen de diviser le peuple, de manière à détourner l'attention des vrais problèmes. Mais qu'est-ce qui empêcherait le racisme d'être à la fois un moyen de diviser, tout en étant un vrai problème, porteur d'enjeux concrets pour les populations concernées ? Ça nous ramène à ce qu'est l'idéologie raciste. Loin de se résumer à une haine de l'autre ou à un amas de préjugés archaïques, il s'agit d'un cadre de perception, d'interprétation et d'évaluation qui s'adosse à des rapports de pouvoir et qui participe à les reproduire. L'idéologie raciste donne du sens au monde, mais produit aussi des effets concrets, car lorsqu'elle amène à voir la réalité d'une certaine manière plutôt que d'une autre, elle nous pousse à adopter des comportements précis.
Il est ainsi possible de reconnaître l'usage tactique qui a été fait de la question raciale par certains politiciens comme Nicolas Sarkozy et plus récemment par Emmanuel Macron, tout en admettant qu'elle est devenue l'un des axes structurants de la politique française actuelle. Il ne s'agit pas seulement pour ces politiciens de diviser le peuple, mais également de bâtir une coalition d'intérêts sur une base raciale et nationale, au nom de la défense d'une identité française fantasmée. Certains objets, attitudes et discours sont alors identifiés comme plus authentiquement français que d'autres. Cela se joue souvent sur le critère de la couleur de peau et de ce qui est rattaché à une certaine couleur de peau. Ce qui est blanc sera catégorisé comme français, et ce qui ne l'est pas sera regardé comme étranger. Quand je parle de couleur de peau ici, il n'est pas question de biologie, ou d'une nature profonde des uns et des autres, mais de la manière qu'a l'idéologie raciste de catégoriser entre blanc et non blanc, selon des critères essentialistes. Vient ensuite le moment où certains disent que ce qui est authentiquement français serait supérieur à ce qui ne l'est pas. On va dire qu'en France, on doit ressembler à un Français et qu'on doit se comporter comme un Français. C'est à ce moment-là que l'idéologie raciste hiérarchise, et ça s'accompagne d'une véritable mise en accusation des individus. Ceux qui refusent de rejeter en bloc ce qui pourrait les assimiler à quelque chose d'étranger sont immédiatement dénoncés comme suspects et prêts à la trahison. Contrairement à ce qu'affirment Ventose et beaucoup d'autres, il ne s'agit pas ici d'une grille de lecture venue des universités américaines et qui envahirait la France. On parle souvent du soft power américain pour justifier cette méfiance, mais le problème, c'est que cet argument est souvent avancé de manière dogmatique, pour justifier un rejet en bloc. On retrouve cette réflexion à propos du racisme chez Colette Guillaumin, une autrice française qui a publié en 1972 l'idéologie raciste, et à laquelle le vidéaste Politicon a consacré une vidéo. Les débats récurrents autour des menus de substitution dans les cantines, de l'islamo-gauchisme ou encore de l'islam de France ne sont ainsi anecdotiques qu'en apparence. Ils sont la manifestation de paniques identitaires qui réaffirment la primauté de l'identité française et le vecteur d'une stratégie néocoloniale de domination qui vise à mettre au pas les franges non blanches des classes populaires. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a formation d'un bloc blanc sous domination bourgeoise, c'est-à-dire une coalition d'intérêts structurée autour de la question raciale. On pourra sans doute me répondre que les intérêts partagés au sein de cette majorité blanche sont trop limités pour les considérer comme un bloc, dans la mesure où on y retrouve aussi bien des précaires que des grands patrons. Cette difficulté est particulièrement vraie en période de crise, la bourgeoisie n'ayant pas grand-chose à offrir matériellement aux prolétaires blancs. Seulement, il y a bien dans les faits des avantages dont bénéficient les personnes blanches par comparaison avec les personnes non blanches, toutes choses égales par ailleurs. On observe par exemple un accès facilité au marché du travail et locatif pour les personnes blanches. Et ne pas subir les violences policières dans la vie de tous les jours est un autre avantage dont ne disposent pas les populations non blanches. Il ne s'agit pas de dire que les personnes blanches seraient individuellement mieux loties que chaque personne non blanche, mais qu'être blanc leur permet d'échapper à certaines formes spécifiques d'oppression. Il n'est pas question ici de hiérarchiser les souffrances entre précaires blancs et bourgeois non blancs, mais de comprendre ce qui fait la spécificité de chaque oppression. En fait, ça se joue pas mal au niveau du groupe. Les franges non blanches des classes populaires étant celles qui subissent plus que toutes les autres la précarité et les discriminations. Puis ça peut se jouer à un niveau plus symbolique, la majorité blanche n'ayant par exemple pas à craindre pour le sentiment d'être chez soi en France, contrairement aux minorités non blanches. En bref, Ventose a tort d'écarter la question du racisme, car c'est une question sociale à part entière, porteuse d'enjeux matériels et symboliques très forts. Comme on l'a vu, elle joue un rôle central en période de crise, et pour comprendre le phénomène Trump, il ne suffit pas de se baser sur la montée des inégalités depuis 30 ans. La crise sociale et politique provoquée par le projet néolibéral n'alimente pas l'adhésion au phénomène Trump au nom de la lutte pour l'émancipation, mais car elle participe de la crainte d'une décadence nationale à laquelle participe également la question raciale. Ce qui explique que cette adhésion se fasse bien au-delà des classes populaires et aille même plutôt chercher dans la bourgeoisie. Trump n'a pas seulement détonné, il a aussi travaillé au renforcement du suprémacisme blanc. En témoignent ses discours spécifiquement dirigés vers les populations blanches. Puis contrairement à ce qu'affirme Ventose, Donald Trump n'a pas renoncé à l'interventionnisme américain, comme on a pu le constater en Syrie, en Iran et même en Corée du Nord. Et on pourra en dire autant de l'impérialisme français, dont la France-Afrique n'est qu'une facette parmi d'autres. La question se pose maintenant de savoir ce que signifie vraiment le phénomène Trump, et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher. Les politiques qui demandent qu'on soutienne les députés américains contre une tentative de putsch fasciste, ça veut toujours pas dire ça. Un point sur lequel je ne donnerai pas tort à Ventose, c'est que très souvent, le concept de fascisme est mobilisé à des fins polémiques, plutôt que descriptives, ce qui participe à le rendre flou. On accuse parfois l'autre d'être fasciste pour signifier à quel point il nous dégoûte,
sans pour autant qu'il le soit vraiment. Mais est-ce que ce constat suffit à rendre inopérant tout usage de ce concept? Et est-ce que ce qu'on appelle le phénomène Trump ne serait pas un euphémisme pour parler de la montée du fascisme? On entend parfois dire que le fascisme ne serait pertinent que pour parler du régime de Benito Mussolini dans l'Italie des années 20 à 40, mais c'est parce qu'il y a méprise. Il n'est pas question de comprendre le fascisme contemporain comme une répétition à l'identique du fascisme italien, mais comme son équivalent fonctionnel. Il est largement admis dans la communauté des historiens que le fascisme ne se limite pas à la construction personnelle de Mussolini, mais correspond également à une catégorie politique d'ordre général à laquelle on peut rattacher le nazisme et d'autres mouvements plus récents. Seulement, ça suppose qu'on se mette d'accord sur une définition du phénomène fasciste qui sache capter ses constantes, hier comme aujourd'hui, ce qui est loin d'être évident. Il existe à ce propos plusieurs approches cherchant à établir ce que serait un minimum fasciste, que ce soit à travers la sociologie, l'idéologie ou encore la pratique du pouvoir. Pour cette vidéo, je me contenterai d'une définition proposée par l'un des grands historiens du fascisme, Robert Paxton. Paxton nous explique que ce qui rassemble fascisme classique et néofascisme, c'est leur crainte de la décadence nationale, leur xénophobie et leur goût pour la manière forte. Un autre point fondamental, selon Paxton, est le lien qui existe entre fascisme et peuple. L'entrée en politique des masses est un élément indispensable au développement du fascisme. Le dirigeant fasciste a le peuple derrière lui, là où un dictateur plus traditionnel cherchera plutôt à l'exclure de la vie politique. Attention cependant à ne pas croire que le fascisme serait en faveur d'un partage plus égal du pouvoir. Il prétend incarner la volonté du peuple, tout en mettant en place une organisation verticale du pouvoir. C'est en ce sens qu'on peut dire que le fascisme est autoritaire. Pour revenir au phénomène Trump, on a pu constater qu'il remplissait 2 des 3 critères qu'on vient de se donner, la crainte d'une décadence nationale et la xénophobie. Et malheureusement pour nous, il semble que du point de vue de ces questions, le terreau soit également très fertile en France. Mais qu'en est-il du goût pour la manière forte? Eh bien c'est là que la tentative de coup d'État du 6 janvier au Capitole prend toute son importance. Il s'agit selon Robert Paxton lui-même de l'événement qui a fait basculer Trump dans le fascisme. Il n'est pas seulement question de dire qu'il suffit d'en passer par l'usage de la force pour remplir ce critère, car toute pratique politique, une fois en action, fera un certain usage de la force. C'est plutôt le constat du mépris de Trump pour les institutions et sa glorification de la force qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Son refus de concéder la victoire à Joe Biden, au point de vouloir en passer par un coup d'État le 6 janvier, est caractéristique du fascisme. La force n'est pas qu'un moyen, mais elle donne également une légitimité à celui qui l'emploie. D'ailleurs, c'est parce que Trump a posé les bases d'un tournant autoritaire du pouvoir tout au long de son mandat qu'il a pensé pouvoir accomplir ce coup d'État. À ce propos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'émission du camarade Oui d'accord, qui traite des conditions de possibilité du fascisme aux États-Unis. Pour revenir au cas français, on pourrait voir dans la montée de la répression et de la censure ces dernières années un climat favorable à un coup de force comparable, pour celui ou celle qui saurait s'en saisir. Alors d'accord, Trump a raté son coup, mais ça a aussi été le cas de Hitler à l'issue du putsch de la brasserie en 1923. Est-ce que ça signifie qu'on devrait attendre que le fascisme soit au pouvoir pour l'appeler fascisme? On en revient au problème soulevé en début de vidéo, et je sais pas vous, mais personnellement, je préfère être capable de le reconnaître avant qu'il arrive au pouvoir. Seulement, ça nous amène à une autre question. D'où viendra cette menace? Si on a vu que les causes sociales d'une apparition du fascisme étaient de plus en plus vérifiées en France, ça ne nous dit pas non plus la forme qu'il prendra. Et comme on va le voir, c'est plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser. Il crée les conditions de l'émergence de quelqu'un qui nous dira qu'on peut rendre sa grandeur à la France. Et vu leur mépris pour nous, je pense qu'on sera très nombreux à au moins considérer l'option. Quand on parle de possibilité du fascisme, une question qui se pose est de savoir d'où il pourrait venir, et sous quelle forme. Une première manière d'y répondre serait de dire ce qu'il n'est pas. Parce qu'effectivement, que ce soit pour les raisons polémiques qu'on a évoquées plus tôt ou par manque de connaissances, il arrive régulièrement que des individus ou des groupes qui ne sont pas fascistes soient qualifiés comme tels. Par exemple, face au tournant autoritaire pris par le gouvernement Macron en France depuis 2 ans, on entend parfois dire qu'il serait fasciste. Mon but ici n'est pas de dire que celles et ceux qui tiennent ce genre de propos sont des losers pas rigoureux, c'est pas le point. Si je m'intéresse à ce genre d'accusation, c'est pour mieux comprendre le fascisme, pas pour rabaisser les autres.
Pour revenir sur Macron, la loi sécurité globale adoptée par l'Assemblée nationale en novembre 2020 constitue l'un des derniers épisodes du tournant autoritaire pris par son gouvernement, puisqu'elle pose de sérieux problèmes du point de vue de la surveillance de la population et du droit à filmer les violences policières. Puis comme on l'a évoqué plus tôt, Macron a non seulement participé à l'aggravation des inégalités en France, mais il a aussi alimenté la montée du racisme, l'un de ses derniers faits d'armes à ce propos étant la loi séparatisme. Pour autant, peut-on vraiment dire que Macron serait fasciste ? En qualifiant de fasciste tout régime politique qui serait répressif, on s'empêche de penser les dangers autres que celui porté par le fascisme, ce qui n'est pas plus prudent que de ne voir le danger fasciste nulle part. Il nous faut ainsi distinguer le fascisme du néolibéralisme autoritaire. On a vu plus tôt comment le projet néolibéral avait participé à la détérioration progressive de l'hégémonie bourgeoise. Et ce tournant autoritaire est donc une manière pour les gouvernements successifs de se maintenir au pouvoir malgré l'instabilité politique. Il ne s'agit pas de la manière de gouverner la plus stable, mais de celle qui s'impose en raison de l'avancée de l'agenda néolibéral. Il est important de ne pas confondre l'usage de la force à des fins répressives par le gouvernement Macron et la glorification de la force, caractéristique du fascisme. Une autre différence entre un régime fasciste et un régime autoritaire est que ce dernier se base sur les structures sociales traditionnelles pour gouverner, là où le premier en passe par un parti unique qui tend à empiéter sur les prérogatives des élites traditionnelles. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, le fascisme ne saurait être résumé à un simple instrument au service du capitalisme. Si d'un côté, le patronat a su profiter du fascisme italien et du nazisme pour liquider le mouvement ouvrier et accélérer la concentration du capital, ce n'est pas pour autant que Hitler et Mussolini étaient à ses ordres. Il ne s'agit pas ici de laver les patronats nationaux de toute responsabilité dans la collaboration, mais de réaffirmer l'importance du racisme et du nationalisme dans la dynamique fasciste. Celui-ci dispose d'une certaine autonomie vis-à-vis de la bourgeoisie, ce qui explique qu'elle ne l'ait soutenue qu'après son accession au pouvoir, par exemple. Le fascisme n'est pas un conservatisme exacerbé, et il ne suffit pas d'un glissement vers la droite d'une autre idéologie pour toucher le fascisme. Il faut une rupture. Seulement, il ne faudrait pas non plus s'imaginer que le fascisme serait une idéologie homogène et stable dans le temps et l'espace, qu'il serait facile d'identifier. L'une de ses caractéristiques centrales relevées par le politiste Roger Griffin est qu'il prend les idées partout où elles sont, et les rattache à ce qui fait son cœur, la renaissance d'une nation rabaissée. On peut même se demander si le fascisme ne tiendrait pas davantage de la pratique du pouvoir que de l'idéologie, dans laquelle la violence systématique occuperait une place centrale. Il faudrait alors différencier les discours portés par le fascisme en tant que mouvement de l'action politique du fascisme en tant que régime. L'historien Nicolas Patin parle à ce propos de discours infrapolitique pour qualifier le discours nazi. Il n'est pas tant question d'un projet de société exposé de manière claire et précise que d'un ensemble de valeurs, d'aspirations et de rejets relativement flous. On comprend face à ce constat que le fascisme est finalement plus imprévisible que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors certes, on a pu voir venir depuis plus de 4 ans cette possibilité fasciste chez Trump, et la tentative de coup d'État de début janvier a constitué la rupture de trop. De la même manière, en France, on peut voir venir le danger fasciste du côté du Front National, qualifié par le politologue Hugo Paletta de « parti néofasciste en gestation ». Il s'agit pour le moment d'un parti populiste radical de droite, auquel il ne manque qu'une aspiration révolutionnaire pour basculer dans le fascisme. Mais on aurait tort de croire que le fascisme viendra de manière prévisible du côté de celles et ceux qu'on attend. Sa manière de se diffuser est particulièrement subtile. Et pour mieux le comprendre, je vous renvoie vers la vidéo réalisée par Arcani Corvo de la chaîne Kaleidoscope. Salut Arcani, est-ce que tu aurais 2-3 choses à nous dire sur ta vidéo ? Quand le fascisme se manifeste dans la rue, c'est souvent l'aboutissement d'un long processus. Un processus qui investit les consciences. Il s'installe là où on ne l'attend pas. Et je peux te dire que même toi, moi et la personne qui nous écoute, on a déjà été un relais inconscient du fascisme. Alors dit comme ça fait un peu peur, mais ça a l'air vachement intéressant. Merci Arcani. Bref, si d'un côté il me semble important de savoir reconnaître le fascisme et ses causes sociales, je ne crois pas non plus qu'on puisse se contenter d'une définition analytique point par point, comme celle que je vous ai proposée plus tôt. C'est un bon point de départ, mais il ne suffit pas. On lui reconnaîtra quand même le mérite de nous avoir aidé à identifier le phénomène Trump comme un phénomène fasciste. Et lorsqu'à la fin de sa vidéo, Tatiana Ventose nous explique « Je pense qu'on sera très nombreux à au moins considérer l'option. » à propos d'un éventuel phénomène Trump en France, on sait maintenant à quoi s'en tenir. Il est encore possible de combattre la montée du fascisme, et ça doit passer par l'éducation, l'autodéfense et la solidarité. Il ne tient qu'à nous pour que la saison qui vient soit antifasciste.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À plus. They don't tell you about Antifa. Je préfère encore un cochon d'écart dans un fasciste.